Certains d'entre vous, ceux de l'ARAL, surtout les membres de l'ARAL, savent que Franck Buis a reçu en février dernier notre prix littérature ARAL pour son recueil de textes personnels à tonalité poétique. Je ne dis pas recueil de poèmes parce que lui-même n'emploie pas le mot recueil de poèmes, c'est quand même un recueil de textes poétiques et en effet personnel, donc en partie autobiographique, euh, qui est l'un de ses poèmes a pour titre, et je suis content d'ouvrir cette rencontre autour de ce poème que je vous lirai dans la dernière partie, puisque nous avons prévu, Muriel et moi, Frédéric aussi devait participer, Franck aussi, le Louis lira un texte, nous avons prévu quelques lectures. Ce texte s'appelle Ma couleur. Ce texte, Ma couleur, il est dédié au grand peintre qui vient de disparaître, Soulage. Et il y a une phrase que je vous demande de retenir, c'est le noir est ma couleur que hante ma lumière. Le noir est ma couleur que hante ma lumière. Comme j'ai fait pas mal, je vais regarder pour voir que je ne déformais pas. Alors, je trouve qu'il y a dans votre œuvre que je suis depuis Grossir le ciel et depuis Plateau, dont je parlerai, je ne pourrais pas m'empêcher de parler de Plateau, surtout si l'occasion se présente, en dehors de questions plus générales sur votre œuvre et sur votre évolution, il me semble qu'il y a une esthétique. Êtes-vous d'accord pour qu'on parle d'une esthétique en noir et lumière? Est-ce que ça définirait votre écriture, votre esthétique, votre univers, l'univers que vous proposez à vos lecteurs? Bon, bonjour, bonsoir. Le soir tombe tôt en ce moment. Une esthétique, j'aime beaucoup ce mot, esthétique. Ouais, j'aime beaucoup. Oui, mais Claude Simon disait que le sujet de tout livre doit être l'écriture, devrait être l'écriture. Lui disait doit être. Moi, je dis devrait être. Et c'est l'esthétique, elle est là, elle est dans l'écriture. Comment ça se construit vraiment. Voilà. Alors c'est pas uniquement une histoire de couleurs, c'est une histoire aussi de musique. C'est une histoire de. Alors oui, effectivement, ce texte fait référence à ce texte que j'ai écrit par rapport en hommage à Soulage. Ce qui hante le peintre, c'est effectivement de faire parler la lumière. Ce qui hante l'écrivain, c'est de faire parler le silence. Je pense qu'ils peuvent se rejoindre sur des teintes un peu similaires. Mais l'esthétique, c'est fondamental. L'esthétique, c'est ce qui vous fait rentrer pas dans l'univers d'un auteur, mais dans son atmosphère. C'est quelque chose comme ça qui vous enveloppe, qui vous piège, et vous pouvez plus. Il se passe quelque chose d'assez magique avec certains auteurs. On pourrait aller de Shakespeare à Simenon, pour que balayer assez large. Mais on a des écrivains là qui ont une atmosphère, et je sais, c'est assez extraordinaire d'être capable d'écrire autant de livres et de ne jamais se répéter. C'est ça qui est assez impressionnant, surtout dans le cas de Simenon. Mais dans votre cas aussi, hein, nous le sommes dit tout à l'heure, on trouve que vous avez déjà écrit beaucoup de livres et vous ne vous répétez pas, et pourtant, il y a une atmosphère, il y a un climat, un univers, comme je dis. Le mot est moins snob que celui-là, mais dit bien ce qu'il veut dire. Et dans cet univers, il y a quand même les sons, Soulage, le noir et la lumière, il y a quand même une sorte d'antithèse dans cette construction du climat, parfois un manichéisme aussi. Si on va vers des valeurs alors morales autres. Rarement quand même le manichéisme, parce que les valeurs humaines se décalent assez nettement.
C'est-à-dire que des personnages qui semblent avoir comme ça, qui semblent relativement archétypaux, c'est-à-dire qui vont plutôt vers le bien ou vers le mal, peuvent se déplacer. Oui, c'est vrai. Un personnage qui semble par essence bon peut avoir ces zones de noirceur, etc. Sauf et les même, prédateurs. Et même je pense à Buveur de Vent, par exemple, un personnage comme Joyce, oui, qui semble être le mal incarné, comme ça, un petit mégalomane, complètement avide de pouvoir, qui aurait pu très bien vivre en Russie, par exemple. N'empêche que quand il entre dans la maison à un moment donné et qu'il entend derrière la porte sa femme lire du Walt Whitman à son fils, il se passe quelque chose. Et je crois que l'art peut sauver beaucoup de choses et peut décaler comme ça, peut faire changer un peu l'aiguillage de la noirceur. Et inversement aussi, hein, on peut avoir ces moments de faiblesse. Mais votre réponse est en effet très éclairante pour vos lecteurs, parce que moi, si je reviens à Plateau, c'est le cas par exemple de Karl. Karl est construit sur une dualité, mais vous avez raison de nuancer manichéisme, parce qu'on peut passer d'une face à l'autre, enfin, c'est réversible. Tous les grands livres que j'ai lus parlent de rédemption. Tous. C'est vrai. Mais je disais, sauf les personnages secondaires qui sont complètement noirs quand même. Alors, il y en a qu'un seul vraiment. Paradis. Il y en a qui a le nom ironique de Paradis. Oui, mais on le connaît pas vraiment, Paradis. Oui, voilà. On le connaît. C'est ce que il y a qu'un personnage qui est vraiment, c'est le maître de forge. Il a une fonction, mais il a pas. Voilà. C'est pas un personnage. Il y a que le maître de forge où là, on a la fabrication du mal, la fabrique du mal par une mère. Ouais, là, je suis d'accord. Là, on peut pas. Il y a rien à sauver. Bon, Muriel, nous avons échangé un peu avant de nous voir aujourd'hui pour la première fois, et je sais que ce que vous admirez aussi chez Frank Wyss, c'est la diversité des genres qu'il aborde. Parce qu'il y a le roman, moi j'ai parlé de Fenêtre sur Terre, et j'y reviendrai, mais il y a d'autres genres. En fait, je voudrais rebondir sur une chose que tu as dit, Franck. Jean-Louis Scarfaille de la maison Le bruit des autres qui a fermé, il disait la chose suivante: l'héroïne de mes livres, c'est l'écriture. Voilà. Donc ça fait écho un peu à ce que tu disais. Alors, moi, je voudrais déjà te demander, alors, il y a des livres, là, on en parlera, mais comment c'est possible quand on te lit à chaque fois, on rentre dans ton univers qu'on connaît, qu'on commence à connaître, donc avec l'amour de la nature, avec tu fais partie de ces auteurs dont je dis qu'ils sont issus de ce monde granitique du Limousin et qui inscrivent son écriture dans cette radicalité, le monde rural, la violence entre les êtres, violence contre les femmes, mais aussi violence entre les êtres. Enfin, il y a toujours des crimes épouvantables. Alors ça, c'est une sorte de structuration de ton univers. On retrouve ces thèmes de livre en livre, et puis, à chaque livre, on découvre quelque chose de nouveau. Alors, Buveur de Vent a été vraiment un livre, me semble-t-il, une espèce de puissance shakespearienne qui s'est exprimée avec... et puis une ouverture au monde sur les problématiques du monde, avec l'écologie et toutes ces choses, et un souffle de liberté. Et là, dans le nouveau livre, L'homme peuplé, pour moi, le thème très différent qu'on n'a pas encore trouvé, ou peut-être par bribes, hein, je ne sais pas tout par cœur, c'est le surnaturel, le mystère de la vie, le sacré, on en a parlé déjà. Et comment tu fais pour, de livre en livre, faire surgir de nouveaux thèmes absolument fondamentaux? Comment ça se passe? Mais j'en sais rien du tout. Non, mais c'est ça, c'est une question, j'en sais absolument rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai pas envie de... Enfin, j'aime pas la facilité, j'ai pas envie d'écrire 2 fois le même livre, j'avais pas envie d'écrire N'est aucune femme 2,
Grossir le ciel 2, etc. C'est pas, je pourrais, hein, c'est pas très compliqué parce que j'ai des fins qui sont relativement ouvertes. Vous pouvez continuer avec l'histoire en général, donc ça pourrait être assez facile. Non, il y a toujours une image qui surgit comme ça, qui m'amène, c'est l'écriture qui m'amène à creuser un peu plus profondément, je crois. Et là, au-delà puisqu'on parlait de l'homme peuplé, tu parlais de l'homme peuplé, c'est vraiment un livre sur la création, au-delà de tout le reste. Comment se crée un livre, vraiment, en ce qui me concerne, comment ça fonctionne chez moi, avec voilà, toutes sortes de personnages autour, comment ils s'imbriquent dans l'histoire, comme ça, comment ils guident l'écriture. Mais comment ça marche, si un jour je sais comment ça marche, je serais tenté de reproduire une recette, et à ce moment-là, il vaudra mieux que j'arrête. Mais donc tu dis souvent que effectivement tous les livres commencent par une scène originelle qui te rentre dans l'esprit. Un buveur de vin, c'était ces jeunes pendus à un pont qui avaient des comportements à risque en fait. Et là, c'est cette vision très belle en début de livre où on voit cet oiseau derrière la vitre. Tu disais que tu as vécu cette scène-là, toi personnellement. Et comment, et en même temps, si tu dis en même temps que c'est un texte sur la création littéraire, si j'ai bien compris, il y a quelque chose en toi avant qui dit j'ai envie d'écrire sur ce thème, ou peut-être en séparer de l'acte d'écrire, mais en gestation. Non, vraiment pas. Mais je crois que c'est un chemin. Je crois que j'y réfléchis depuis quelque temps. Je pense que les livres sont déjà écrits, en fait. Ils sont déjà là. Il suffit juste qu'ils rencontrent l'émotion qui va générer cette première phrase, comme ça. Et cette première phrase, cette première émotion, elle naît toujours d'un personnage. Elle n'est pas d'un lieu. Elle n'est pas d'un. Alors, il y a un décor, mais il n'est pas très important finalement. C'est l'apparition du personnage qui prend la main, qui fait que le lieu devient évident. Mais je crois que c'est la différence entre guillemets une littérature qui pourrait être régionaliste et une littérature un peu plus ample. C'est que souvent la littérature, parfois la littérature régionale part des lieux, alors qu'elle doit partir de l'humain. C'est l'humain qui vous emmène vers un territoire. Et ce territoire devient évident. Et au final, on finit par se moquer, se moquer éperdument de si ça se passe en Corrèze, en Haute-Vienne, dans les Vosges, en Ardèche, etc. On oublie ça. On se l'approprie grâce aux personnages. Je crois que l'important, il est là, c'est l'humain. Avant tout, ce sont les personnages. Et là, il y a une nouveauté avec Le Buveur de Vent, c'est que non seulement il y a un personnage, il y a un oiseau. Ça, voilà, la nouveauté, elle était sûrement là. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a amené vers autre chose, vers un côté peut-être parfois plus spirituel, parce qu'il y a le double regard dans cette première scène, le regard de l'humain sur l'oiseau et le regard de l'oiseau sur l'humain. D'accord, c'est très intéressant ça, ce que tu dis sur. Je voudrais du coup te poser une question. Moi, j'ai interviewé une autrice il y a longtemps qui a eu un prix littéraire ici à Limoges. Elle avait écrit un très beau livre historique sur l'Asie, un roman. Et à la fin du livre, quand je l'ai interviewée, elle m'a dit, vous vous rendez compte, j'ai en réalité écrit un livre sur ma famille. C'est-à-dire elle avait décidé d'écrire un livre historique, donc tout le cadre était là, et elle a écrit un livre historique. Mais elle, au plan intime, elle avait finalement écrit un livre sur l'histoire de sa famille. Elle ne le savait pas quand elle commençait à écrire. Donc, je voudrais te poser la question suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit j'écris sur la création littéraire, et puis est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la même personne qui va amener des thèmes sans vraiment et là c'est pas la raison qui est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, est-ce que vous êtes plusieurs à écrire en vous? Ah ben on est peuplé.
Ouais. Tous. Bien sûr, oui. Pour écrire, c'est pas nouveau, il faut s'absenter socialement. Il y a effectivement une référence à Borges qui dit, il parle d'elle, autre, l'autre. C'est l'autre qui écrit. Whitman dit je suis une multitude. C'est tout ce qui se passe dans notre tête en permanence. Madame qui m'écoute, qui pense peut-être à ce qu'elle va faire à dîner ce soir en même temps. Notre cerveau, comme ça, ne peut pas s'empêcher de chanter en permanence. Il y a un merveilleux livre là, de Antonio Lobo Antunes qui est sorti, je crois, au printemps dernier, qui fait un truc assez prodigieux comme ça. On a 5 personnages qui ont commis un kidnapping d'un homme d'affaires. On sait assez rapidement qu'ils l'ont tué. Et chacun raconte l'histoire. Et vous avez comme ça un tiré avec un fragment de dialogue, et d'un seul coup, vous sautez dans la tête du personnage qui, si le fragment de dialogue fait référence à la couleur bleue, par exemple, par rapport à cette histoire-là, et bien, hop, j'avais une paire de baskets bleues quand j'étais gamin, etc. On fait ça en permanence. Nous sommes dans un chaos permanent. Alors, toute la difficulté, toute l'énergie qu'il faut aux romanciers, aux peintres, etc., c'est comment on articule ce chaos-là. Comment on l'articule. Comment on en fait une histoire. Comment on en fait de la musique. Comment on en fait de la lumière. Comment on en fait du noir. Comment on en fait du silence, etc. C'est ça qui est assez étonnant, alors qu'on ne sait rien. Parce que l'autre, il ne sait pas plus qu'il va écrire un livre sur la création. Non. Il se laisse emporter par les personnages. Voilà. Il laisse la main aux personnages. Il disparaît devant ce qui n'existe pas encore. Il disparaît. Et ce qui est assez troublant, c'est que une fois que le lendemain, par exemple, quand j'ouvre mon carnet où j'ai écrit 2, 3, 4 pages, souvent, je me dis, mais d'où ça sort? J'en reviens à ce que je disais, je pense que le livre, il surgit au moment où il est prêt. Mais pour ça, il faut qu'il rencontre cette fameuse émotion, cette fameuse étincelle. Après, moi, je ne sais pas si... D'ailleurs, Harry dit dans Harry, parce que l'homme peuplé... Non, c'est trop facile. Non, mais je vous dis une phrase de l'homme peuplé. C'est l'émotion qui doit précéder l'apparition des mots, donc l'apparition de l'écriture. Ah oui, ça j'en suis. C'est vous qui l'avez écrit. Oui, je suis persuadé, mais je suis persuadé de ça. Ouais. Oui. Non, je disais, quand vous disiez je suis Harry, non, je ne suis pas plus Harry. Non. J'ai pas dit je suis Harry. C'est Harry qui le dit, et vous êtes donc, à la fois Caleb, Ah oui, Harry, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Exactement. La mésange aussi, je suis aussi. L'homme peuplé, c'est l'écrivain aussi, bien sûr. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec Harry. Oui, c'est l'émotion. L'émotion, c'est ce qui emmène vers cette esthétique, vers cette musique. Mais pour ça, il faut une famille. Pour rebondir sur cette idée de famille, c'est pas la famille, génétique, hein, c'est la famille artistique, c'est la famille de pensée, c'est tout ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que En fait, dans ce roman-là, certes, le personnage principal de toute façon c'est Harry, ou alors c'est Caleb, je ne sais pas. Et donc, toi tu le revendiques comme autour de la création littéraire, mais je te promets que quand tu reçois ce livre, il y a une multiplicité de dimensions, et cette dimension à caractère sacré, mystique, je ne sais pas quel mot dire, elle est extrêmement puissante. Hein. Vraiment, quand tu la reçois, c'est vraiment... ça revient d'ailleurs sous diverses formes dans le texte, et ça colore l'écriture, ça colore l'univers, puisqu'on a des présences mystérieuses, on a 2 personnages, une guérisseuse, son fils qui est guérisseur, on a des choses troublantes qui se passent, donc c'est vraiment une dimension... Enfin, pour moi, dans ce livre, c'est la dimension nouvelle que j'ai reçue.
Voilà, comme dans Buveur de vent, j'ai pu recevoir cette puissance de liberté et cette ouverture au monde. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autres livres ou comment vous voulez fonctionner? Alors, moi, j'aimerais... Oui, l'expression était maladroite. À partir de l'esthétique de Soulages, mais cette phrase est tellement belle, le noir est ma couleur, que hante ma lumière. Je n'aurais pas dû vous parler de que hante la lumière. Que hante la lumière. Pas la mienne. Oui, la lumière. Bon, voilà. Vous savez mieux que moi. Plutôt que manichéisme ou qu'antithèse, il faudrait parler d'ambivalence. Parce qu'effectivement, il y a rédemption. À part ces personnages qui ne comptent pas, qui n'ont pas d'épaisseur, qui sont des fonctions, comme les prédateurs qui rachètent des terres qu'on évoquait, les autres, comme le directeur de l'usine dans des heures de vente, comme Carl, enfin, tant d'autres, il y a une forme d'ambivalence. Mais cette ambivalence, elle affecte tout l'univers, y compris les thèmes. Il y a un thème, alors vous pouvez dire que je suis attiré par le noir dans votre œuvre. Non, je suis attiré par la lumière, d'abord. Parce que c'est le noir qui fait ressortir la lumière, ou une lumière fugitive, ou une grande lumière. Mais il y a un thème quand même très important, et dans L'Homme peuplé, alors tous ceux qui ont lu L'Homme peuplé en sont persuadés, c'est le thème de la nuit. Et cette nuit, elle est formidable, parce que c'est la nuit du refuge, c'est la nuit protectrice, mais c'est aussi, elle peut être bénéfique, mais on sent bien qu'elle peut être maléfique. C'est la nuit aussi de l'apparition des fantômes, bons ou mauvais. Et donc, cette ambivalence, elle est permanente. Et c'est pour ça que j'aurais dû parler d'ambivalence plutôt que de manichéisme. Il y a dans vos réponses à Muriel quelque chose de très intéressant à creuser, je crois, c'est la comparaison avec, à propos du terroir du pays. Ça se passe, oui, en Haute-Corrèze, bon, ça se passe sur le plateau de Mille-Vaches, là, bon, il est bien déterminé, etc. Ça se passe, et j'ai une question à vous poser d'ailleurs, indiscrète peut-être, sur les pentes du Puy-Violent dans le Cantal, mais c'est l'ivresse, c'est vu, vécu, c'est un souvenir, c'est comment c'est venu ce lieu, même s'il n'est pas essentiel, et si c'est le drame humain qui est plus important, j'ai été surpris de trouver quand même un lieu aussi précis que ce pays de Salaire. Oui, alors c'est oui. C'est très simple en fait, très très simple. L'image inaugurale, c'est l'image de Victor, le père, qui s'éloigne sur son percheron, il part à la guerre, il va prendre le train, et je le vois décliner comme ça. Je sais que je suis sur une pente. Et l'endroit que je connaissais, qui m'avait transporté quand j'y étais allé, c'était le Puy-Violent. C'était Saint-Paul-de-Salaire en montant. J'ai fait une association comme ça, émotionnelle, purement émotionnelle. La déclivité du terrain, le Puy-Violent, ça s'est imposé comme ça. Mais si j'étais passé, je sais pas, dans une gorge, ou si j'étais allé dans le Montana, si ça se trouve. Mais je voulais comprendre. Mais ça se passe vraiment comme ça. Je connais très bien. Et c'est le personnage qui m'a amené vers le lieu, encore une fois. Ah oui, d'accord. C'est l'image qui c'est l'image. C'est toujours une image. Mais oui. L'esthétique, tout ce qu'on voudra, le style, etc., c'est quoi? C'est l'art de faire surgir des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça le truc. C'est pas des lieux communs. Mais d'ailleurs, L'Homme peuplé commence par une très belle image. Il y a un oiseau, et qu'on retrouve d'ailleurs à la fin, dans la dernière page, il me semble, cette image première qui vous a inspiré.
Mais je disais, vous avez tout à l'heure dit à Muriel, vous avez comparé pour essayer de faire comprendre la naissance de votre écriture et du désir d'écrire et du point de départ, vous avez comparé avec l'écriture régionaliste. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, parce que dans le projet d'un écrivain régionaliste, ou même, parce que finalement, on se rend bien compte que vos romans sont bien des romans d'imagination. L'imaginaire est vraiment la source essentielle, plus importante que le lieu, ça on le comprend. Et la question que je voulais vous poser, c'est, on voit bien que vos romans, même s'ils décrivent toujours un monde rural que vous avez connu et qui est déjà disparu, en voie de disparition, même si vos romans ne cherchent pas à mettre en perspective l'aspect socio-historique de ce monde rural. Ce monde rural qu'on a, par exemple, magnifiquement représenté chez un Claude Michelet, bon, qui peint à travers des générations successives cette évolution du monde rural jusqu'à ce que les paysans que nous avons, que moi j'ai connu quand j'étais jeune, et pas seulement dans mon enfance, mais plus jeune, disparaissent progressivement au profit de ce qu'on appelle aujourd'hui les producteurs. Chez vous, il n'y a pas d'enjeu socio-historique, comme chez Marie-Hélène Lafon, par exemple, où c'est un des aspects de l'œuvre. Je pense à Joseph ou Les Derniers Indiens, comme ça. Alors, malgré tout, même si on voit la différence entre vos romans et ceux des écrivains régionalistes, je ne fais pas de Marie-Hélène Lafon, bien sûr, un écrivain régionaliste. Mais je me dis, est-ce que malgré tout, quel rôle a joué sur vous, sur votre sensibilité, sur cette émotion dont on parle, sur cette intuition qui est le point de départ, et quand même la perte de ce monde que vous avez connu dans votre enfance, sa disparition. Est-ce que ça a créé quelque chose qui donne une tonalité mélancolique, parce que la mélancolie, elle est dans vos livres aussi. Il n'y a pas que la rédemption, que la lumière, ou la... Hein, c'est souvent très mélancolique. C'est bien d'avoir employé le mot mélancolie et pas nostalgie. Oui. Les livres ne sont pas nostalgiques, mais ils sont mélancoliques. Non, c'est pas nostalgique. Ouais. La mélancolie, ça, non, vous savez, c'est de la musique déjà. La nostalgie, ça fiche sur une note. C'est pas de la nostalgie, c'est autre chose. Alors, il y a beaucoup de questions nulles. Bon, excusez. Alors, il n'y avait rien de péjoratif dans mon emploi de terme écrivain régionaliste ou quoi que ce soit, mais vraiment pas. Mais il y a un écrivain, il peut être pédagogue, il peut être géographe, il peut être historien, il peut être ça. Mais les grands écrivains, moi, en plus de tout ça, ce sont de grands illusionnistes. Ce sont les grands livres sont des grands contes de fées. Et après, le reste, c'est pas ça le plus important. Le reste, finalement, c'est fait pour rassurer le lecteur. Il se dit, oui, je suis passé là, effectivement, ouais, ah oui, c'est bien décrit, etc. Non. C'est peut-être la différence qu'il y a entre quelqu'un qui va peindre cette salle avec le moindre des sièges, etc., le moindre des invités qui se trouvent ici, et puis quelqu'un qui va en faire autre chose, qui va... c'est l'étoile de Van Gogh, c'est Monet qui va peindre 100 fois ces nymphéas, voilà, parce que son obsession, justement, on se disait tout à l'heure, c'était de faire parler la lumière. Voilà. L'art part d'une obsession, toujours. Une obsession que l'on décline jusqu'à la fin. C'est vraiment ça. Alors, ce monde qui disparaît, effectivement, dont vous parliez, effectivement que ça me touche. Évidemment, j'y suis né, j'y vis. Mais c'est pas... c'est pas quelque chose de... On écrit sur quoi, finalement? On écrit sur des révoltes.
on peut se révolter. Je crois que la colère, par exemple, est quelque chose qui ne mène à rien, sinon à la violence. Mais la révolte, on peut en faire quelque chose. On peut en faire quelque chose de mélancolique. Mes révoltes, elles sont assez faciles, j'imagine, à cerner par certaines formes de violence qu'on retrouve, dont les femmes, les enfants peuvent être l'objet, etc. Voilà. Mais j'essaie de ne pas que cette révolte-là soit, j'allais utiliser un mot un peu grandiloquent, mais enfin que ça se traduise en mots. Mais c'est ma manière à moi de parler de mes révoltes, mais aussi de tout ce qui me... de mes révoltes brutales, je veux dire, par rapport à la violence, mais aussi de ce monde-là paysan qui disparaît, ces personnages-là qui disparaissent dans l'anonymat le plus total, dont parle Marie-Hélène Lafont, ça me révolte aussi, ça me révolte, ça me touche profondément, et je me dis que plus tard, il restera Grossir le ciel, il y aura Gus, Abel, ils seront là, de même que Geronimo, Chef Joseph, ont été photographiés par Edward Sheriff Curtis au début du XXe siècle, voilà, dans leur parure d'apparat, alors qu'ils sont en train de crever dans des réserves, mais ils sont dignes, ils sont là. Voilà. C'est toujours comment on arrive à montrer la dignité de ces hommes-là. Il reste quelque chose d'eux, et je crois que l'œuvre artistique, c'est aussi de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas, qui ne peuvent pas la voir, à travers des images, à travers des mots, à travers de la musique. Je pense aux Lomax, qui sont allés enregistrer la musique noire américaine à la fin du 19e, au début du 20e. Ils sont allés dans les églises. Ils ont le premier blues, c'est à eux qu'on le doit, quoi. Je trouve ça formidable, quoi. Il reste ça aujourd'hui. Il reste Robert Johnson. On peut entendre Robert Johnson. Ben vous voyez, c'est formidable d'entendre l'écrivain s'expliquer. C'est un mot qu'il n'aime pas, d'ailleurs. Je vais vous dire pourquoi. Encore, je vais prendre un peu plus le personnage de Harry, faire part de ses émotions à la lecture d'un livre, rien à voir avec une explication de texte. Et c'est beaucoup mieux qu'une explication de texte. Ce que vous venez de nous dire, ça va bien plus loin. Parce qu'on est à la source, et là c'est aussi, oui, cette source, ce moteur, oui, ces révoltes, et je trouve que votre réponse est très nuancée par rapport à cette disparition du monde rural. Oui, ça me touche, mais je ne vais pas écrire un document sur la disparition du monde rural. J'en serais pas capable. Voilà, oui. Et puis ça ne vous intéresse pas. Mais quand même, c'est un élément important, parce que vous y êtes né, vous y vivez, et que vous êtes touché, que la sensibilité est touchée. Oui, votre réponse là est très, très, très éclairante. Si j'étais historien, si j'étais essayiste, je serais tenté peut-être de faire ça. Mais à ce moment-là, je serais aussi tenté de voir que le bon côté de ce qui disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors que moi, mes personnages, il peut y avoir les pires salauds, oui, les meilleurs, et puis tout ça se voile aussi. Parce qu'il y a de tout, dans tous les milieux, il y a des gens formidables, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins formidables. Donc même dans ce monde qui disparaît, si j'étais essayé, je serais peut-être tenté d'être nostalgique. Oui. Et moins mélancolique. Non, mais je n'ai pas parlé de nostalgie. Non. Je pourrais être tenté. Oui, vous pourriez. Et très vite tenté par la nostalgie. Ah, ben bien sûr. Oui. Tu l'es tenté par la nostalgie? Vraiment, Non. Pas dans le livre, hein, mais dans la vie. Non, je suis pas nostalgique. Non. Ouais, parce que ça, je disais tout à l'heure, ça fige sur un moment. Non, moi tout ça voyage. Mais même vous parliez du souvenir tout à l'heure. Oui. Le souvenir, c'est quelque chose qui se construit à travers comme ça une espèce de voyage mélancolique qui passe au filtre de cette. C'est ça. Et Fenêtre sur Terre, qui n'est pas un roman, c'est autre chose que bien autre chose. Muriel, vous avez, je reviens à la diversité des genres de Frank Buist, vous connaissez des œuvres que je ne connais pas. Oui. Par exemple, un livre de littérature de jeunesse, une bande dessinée. Oui. Alors effectivement, là,
Avant de les dévoiler, pourquoi cette incursion, écoutons, appelons un chat dans la poésie, dans la littérature jeunesse avec ce très beau texte Ma lumière, et puis, été brûlant à Saint-Alaire, je ferai la liaison. Voilà. Pourquoi ce désir déjà, avant même d'entrer dans chacun des domaines, cette envie comme ça d'ouvrir l'écriture à d'autres genres? Moi, je suis totalement inconscient. Je suis pas né au milieu des livres ni au milieu de la littérature, du tout. J'ai découvert tout ça de façon complètement éclatée. Je me souviens qu'adolescent, je pouvais aussi bien lire Bob Moran, Jules Verne que Mallarmé. Donc moi, les notions de genre, de toutes ces... ça ne m'intéresse absolument pas. C'est très nouveau d'ailleurs, hein, le genre. J'aimerais bien savoir que quelqu'un se penche sur la question, quand est apparu le mot genre. Je serais assez curieux de ça. Et je me dis, mais si au 19e le mot existait, où on aurait mis le Comte de Monte Cristo? Sûrement un polar. On aurait dit que c'était un polar. Les Misérables, on aurait dit que c'était un roman noir, j'imagine. Oui. Mansfield Park, qu'est-ce qu'on aurait dit? Un feel good? Pas vraiment. Pas vraiment, ce serait faire injure à cette exceptionnelle auteure qui était Jane Austen. Non, mais voilà, c'est un truc. Un truc qui est fait pour rassurer tout le monde, quoi. Je sais pas, vous lecteurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous rassure quand vous entrez dans une librairie, dans une bibliothèque, vous avez envie d'échapper au temps, de vous oublier, non? Complètement. Et pas savoir ce que vous allez trouver dans le bouquin. C'est-à-dire trouver ses propres idées sous un plaisant déguisement, comme disait Nabokov. Non, mais moi je fais rien du tout. Moi je pense pas à vous, hein, je vous assure. Hein. C'est justement ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'était intéressant. On ne doit pas, vraiment, si on veut respecter les lecteurs, on ne doit jamais penser à eux. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est justement, c'est pour revenir à la rencontre. Justement, comment se fait la rencontre? Pas de fortune. Mais oui, mais c'est là où c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on fonctionne quand même sur les mêmes passions humaines. Voilà. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui on lit encore Hamlet, Macbeth? Pourquoi? Et on se moque de savoir si ça se passe au Danemark, à Athènes, etc. On s'en moque. Mais on se souvient. On se souvient d'Ophélie. On se souvient d'Hamlet. On se souvient de Macduff. C'est ça quand même qui est extraordinaire. Et oui, parce qu'on fonctionne. Et c'est mieux que de se dire, bah tiens, alors voilà, alors là je vais leur laisser un peu respirer. Puis là je vais leur mettre un truc qui va les surprendre. Puis là un truc qui va les faire pleurer. Puis là, voilà. Parce que c'est pas très compliqué de fabriquer un livre. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Non, il y a même des ateliers il y a des recettes, qui vendent ça. Ouais. Il suffit de payer et puis on vous... Oui. Ouais. Mais ça, c'est pour le lecteur qui a envie de relire le même livre, avec les mêmes ingrédients, toujours, voilà. Oui, le doudou. Mais c'est ça, mais ceux qui fabriquent, en fonction d'une recette, qui marche et qui attire, bien sûr, des lecteurs, ceux-là, ils répètent toujours la même chose, le même livre. Mais ça, c'est un mystère pour moi. Ça, je vous avoue que c'est un comment faites-vous pour faire des livres aussi différents à chaque fois? Et c'est ça qu'on reconnaît, enfin, vraiment l'écrivain. Et il y a lecteurs et lecteurs. Hein, oui. Il y a les lecteurs qui demandent qui demandent un divertissement, et pourquoi pas, hein, qui ne sont pas... Et puis d'autres avec qui il y a des liens, et ces liens qui m'intéressent, et dont je parlais au début, un petit peu mystérieux, qui paraît et qui vous interpelle aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette rencontre que Harry dit,
puis cette rencontre fortuite, mais elle arrive comment? Mais oui, elle arrive comment? Moi, je crois que c'est une rencontre de sensibilité, hein, et je crois que le, on a avancé, vous avez dit des choses importantes quand vous dites que ça part d'une image, hein, comme là à propos de Deleuze, là sur un cheval, cet homme, une image. Ça, c'est ça l'imaginaire, c'est ça la force, la puissance de l'imaginaire. Mais après, il faut construire, et puis il faut que l'écriture suive. Mais c'est ça votre point de départ, ce qui fait que effectivement le lieu, même si vous le décrivez très bien, vous les décrivez très bien, ces lieux. Mais dans le fond, ces lieux, vous les décrivez bien. Si le plateau de Mille Vaches, quand même, avant, si ça vous ne pouvez pas nier qu'on ne peut pas, quand même, ceux qui sont d'ici, qui sont limousins, ils reconnaissent le plateau de Mille Vaches dans le plateau. Mais c'est pas une description objective, c'est pas une description documentaire, bien évidemment. Elle est poétique, d'ailleurs. Elle est toujours poétique, parce qu'il y a des paysages. On n'a pas parlé des paysages. Ils sont importants chez vous, des paysages. Il y a l'importance du ciel. Je parlais de la nuit, mais le ciel, il est important à tout moment de la journée, au petit matin, la nuit, à n'importe quel moment de la journée. Donc ces paysages, vous avez parlé de climat. Donc voilà, ce lien, pourquoi est-ce qu'on est attiré? On est attiré. Vous dites, oui, c'est les rencontres d'un lecteur, d'un auteur et de ses lecteurs qui aiment vraiment, et qui attendent, qui espèrent que votre inspiration ne va pas me se tarir et qu'il y aura un nouveau roman après l'homme peuplé. Je pense que c'est ça, parce qu'ils tissent petit à petit ces liens-là, qui sont les liens de l'imaginaire, les liens de la sensibilité, d'une rencontre avec des personnages qui touchent, qui peuvent être ambivalents, comme ce magnifique Caleb d'ailleurs. Et bon. Alors, est-ce qu'on peut peut-être... Alors, je vais juste rebondir pour terminer. C'est Giono qui disait j'écris comme je suis, est-ce que je suis, je sais pas. Et je pourrais compléter en disant que moi j'écris pas pour me rencontrer, j'écris pour me fuir. Vraiment. Alors, on va rester sur la BD. Donc, un été à Saint-Alaire, les habitants sont les Nichonnais et les Nichonnaises. Et donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau là sous ta plume qui fait du bien. On sourit, on rit, et en même temps, on retrouve tout ton univers. C'est un petit village du monde rural dans les années 50, et tout en ayant aussi une modernité, parce que l'histoire a une modernité à travers le personnage de la femme Anna Soulette, voilà, qui est donc une femme, je ne vais pas vous raconter, hein, parce que ce qui fait vivre à cette femme, c'est vraiment bien. Donc, et tout ça sur le mode humoristique. Alors, comment s'est fait la rencontre avec le créateur des dessins, hein, la coloriste? C'est un travail particulier. Là, tu n'es plus dans ta bulle d'écrivain, tu collabores avec d'autres techniques, on va dire. Comment ça s'est passé, ce travail? Ça devait être assez formidable, je pense, de rencontrer d'autres façons de créer. Voilà, moi j'ai toujours beaucoup lu de bande dessinée, j'aime beaucoup, et c'est comment on laisse parler l'image. Là, il faut réfléchir différemment du romancier qui lui crée les images avec des mots, et là l'image parle d'elle-même, et après les mots suppléent à ce qui manque. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis. C'est un travail que je continue avec Glaise, là, qui va sortir au mois de février-mars, en bande dessinée aussi. Puis Daniel Cazenave est un formidable camarade de jeu. Alors oui, alors on est vraiment sur le mode humoristique là, mais avec. Oui, là, il y a du fond, il y a du fond. Et c'est vraiment, ça parle vraiment de la bêtise humaine, quoi. La bêtise. Et de l'émancipation aussi, finalement, voilà. Des thèmes que vous pouvez retrouver aussi dans mes romans, mais traités différemment.
Je me suis beaucoup amusé. J'étais un grand admirateur de Goscinny. Et voilà, avec ces jeux de mots là, qu'on percevait pas forcément à la première lecture. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Dans cette France-là, comme ça, De Gaulle est encore au pouvoir. C'est lors de la visite en Union soviétique. Donc, oui, il y a plein de choses qui résonnent largement aujourd'hui. Oui. Voilà, moi je vous conseille cette lecture en fin d'année, là, comme ça, quand c'est un peu difficile. Et puis, non mais vraiment, et puis de trouver le fond, quoi. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et on va parler aussi alors là, vraiment, ça aussi, en fin d'année, c'est formidable. Même le reste de l'année, Ma lumière, bon, le titre, voilà, déjà, parle de lui-même. Donc c'est un premier ouvrage jeunesse avec une très belle illustration de Mélodie Bachet. Je ne vais pas dévoiler l'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon. Voilà, je vous en dirai pas plus. Et ce livre est une ode à sa maman, très très belle. Et comment est né ce livre pour la jeunesse? Pourquoi cette envie d'écrire pour la jeunesse? Comment l'histoire de ce livre? Et puis aussi peut-être comment on écrit pour les plus jeunes, c'est-à-dire il y a peut-être des précautions à prendre, j'en sais rien, ce qui ne veut pas dire qu'il y a censure, attention, hein, mais c'est une façon peut-être de présenter les choses un peu différemment. Oui, alors c'est une histoire de rencontre. J'avais écrit un texte pour le 1, la revue Le 1, qui s'appelait Ma lumière, et puis voilà. Puis une amie m'avait dit ça pourrait être intéressant d'en faire un livre jeunesse. Et je me disais, c'était un texte assez littéraire au départ. Et puis j'ai rencontré les gens d'Albin Jeunesse, à qui j'ai fait lire le texte initial. Et puis voilà, j'ai tout retravaillé de façon à ce que ce soit accessible à partir de 6 ans, quand on puisse le lire à des jeunes enfants, mais tout en gardant quand même cet aspect très poétique avec cette espèce d'anaphore comme ça. Maman est une fée, maman est... avec un certain mystère. Je ne peux pas m'en empêcher finalement. Dès le début, et pourquoi ce gamin-là, il sort pas de sa chambre d'hôtel? Et pourquoi il aime autant sa mère? Pourquoi voilà. Et on découvre qu'à la fin... Et en même temps, quand on n'est pas arrivé à la fin, on ressent vraiment l'amour pour une mère. Enfin, on n'a pas besoin... Voilà, il se trouve que là, il y a quelque chose de particulier, mais voilà, les petits garçons, ils sont comme ça avec leur maman. et comment l'imaginaire supplée à l'absence aussi. Oui. Un gamin qui a un imaginaire extraordinaire. Et alors, la beauté de ce livre-là, alors, il y a beaucoup de livres jeunesse qui sont très, très, très beaux. Hein. C'est vraiment une littérature riche et belle. Et celui-là a une particularité, c'est qu'il a été... Souvent, les auteurs jeunesse sont auteurs jeunesse, avec de temps en temps une incursion dans la littérature vieillesse. Mais là, c'est l'inverse. Nous avons un auteur de littérature générale, dit-on, habituellement, et qui fait une incursion. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même une grande qualité à transmettre à nos enfants ici. C'est la qualité littéraire. Alors, les auteurs jeunesse écrivent très bien, souvent, mais là, on sent que c'est l'écriture plus assumée, plus audacieuse, très, très maîtrisée pour l'enfant, mais quand même, il y a cette... et dans une époque où il y a les livres pour enfants, les livres pour les autres, autrefois, bien, tu en parlais, tu as lu très tôt les livres de Hugo, enfin tout le monde. Et donc là, on a un auteur qui écrit pour tout le monde, qui met sa plume et qui montre que le niveau de langage peut être quand même assez élevé, y compris pour les enfants. Je trouve ça assez terrifiant. Oui. Vous avez 6-8 ans, 8-10 ans, 10-12 ans, 12-14 ans. Mais j'aurais pas pu lire Le Comte de Monte Cristo à 13 ans, moi. Sûrement même, je pense pas. Exactement. Je trouve ça, mais c'est calibré comme ça. Moi, j'ai lu quelques pages en vous écoutant. Je suis tout à fait d'accord.
pour un livre de jeunesse, pour enfants, ah oui, et c'est simple, et en même temps, il y a une qualité, un niveau, bien sûr, de langage, mais surtout d'écriture aussi, et c'est poétique et simple en même temps. Moi, je me rends compte à quel point j'ai essayé d'écrire et d'être simple. Non, c'est très beau. Cette production de cette première histoire en gardant une qualité littéraire et poétique. Voilà. Alors, oui, les auteurs jeunesse actuels savent très bien faire ça, mais différemment. Oui. Ils restent dans un cadre, effectivement. Oui. Et il y a de très belles écritures d'auteurs jeunesse. Hein. Mais là, on sent qu'il y a la plume de buveur de vent. Voilà, on sent cette plume-là aussi. Dans des phrases très simples, très dépouillées, mais la qualité poétique reste là. Ah oui, là, je le lirai en entier. Oui, il faut. Voilà, moi, pour les incursions. Il y a une question que je t'ai déjà posée, mais je vais te la reposer parce que, alors, ce qui est amusant, c'est quand vous posez des questions à des auteurs, parfois, une autre fois, ils vont répondre autre chose. Donc, ça, c'est possible. Ça mérite toujours d'être. Et puis, j'avais trouvé tellement la réponse intéressante que j'ai envie de te reposer la question. Est-ce que les personnages, puisque maintenant c'est une œuvre que tu as développée, est-ce que les personnages de tes livres continuent à vivre une fois que tu les as écrits et notamment vivre en toi? Je crois que la réponse ne changera pas. Évidemment. Évidemment. Je dis toujours que je crois que je me stratifie. Mais ils se connaissent tous, évidemment. Et puis, ils ne pourraient pas exister. Enfin, Gus n'aurait pas pu exister. Rose n'aurait pas pu exister si Gus n'avait pas existé, si Karl n'aurait pas existé, ou Valette n'aurait pas existé, ou plutôt le maître de forge n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu avant Karl et Valette. Tout ça, c'est pour eux. Tout ça, ce sont des personnages qui se connaissent tous, qui se répondent, qui sont de différentes facettes comme ça de ce chaos, de cette multitude dont je parlais tout à l'heure. Ils sont là. Et ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ils sont un prolongement de ces personnages-là. Et finalement, le seul moyen, quand un livre est terminé, de faire taire un peu, un petit peu, en l'occurrence là, Caleb, Harry, Sarah, Emma, c'est que Sirius arrive. Ça. Parce que ça vous prend une énergie, mais vous n'avez même pas idée de laisser la place à des personnages, de les faire vivre. C'est un truc qu'on n'imagine même pas. Chez moi, ils n'imaginent pas, parce qu'ils arrivent ils me disent, mais toi qui ne travailles pas, viens nous aider. Ouais. Ça, c'est le truc, ça. L'écrivain ne travaille pas. Ça lui tombe comme ça, c'est l'inspiration divine, vous savez bien. Voilà, avec sa plume d'oie, trempée dans l'encrier, puis il va tracer comme ça. Non, ça marche pas comme ça, quoi. C'est de l'artisanat, tout ça d'abord. C'est toute cette matière, tout ce magma là en fusion là, qu'il faut essayer de couler et d'en faire quelque chose de lisible, ça ressemble à quelque chose, quoi. C'est ça. Oui. Et on se brûle souvent, je vous assure, on se brûle souvent. On parlait de l'émotion première qui est indispensable pour que tout se mette en marche, mais ça n'empêche pas après le travail et ô combien prenant. Oui, parce que j'écris aussi beaucoup quand j'écris pas. Hein. Oui. Ouais, oui. C'est parce que l'autre, l'absent, il vous prend la main, il vous prend la tête et vous en rendez même pas compte, quoi. C'est-à-dire que peut être à un dîner ou en train de... Et puis c'est parti, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus là. On n'est plus là et on s'en rend pas compte, quoi. Et on sait pas qu'on est en train d'écrire, que ça
que ce souvenir-là deviendra plus tard. Il y aura une résurgence qui... Ça mûrit. Oui, ça trie, ça trie. inconsciente. Il y a un truc là Aussi. qui est jamais au repos, qui s'appelle l'hippocampe derrière, qui fait le tri en permanence comme ça de tout ce qu'on reçoit comme information. Mais à propos des personnages qui continuent à vivre, il y a aussi des prénoms qui se répondent, qui font écho. Alors moi, question indiscrète encore, comme celle du puits violent, dans Toujours Fenêtre sur Terre, il y a un titre d'homme, Virgile. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Virgile de Platon? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bon. Oui, bien sûr. Alors, votre réponse me fait plaisir, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'avais senti. Mais bien sûr, oui, c'est comme Rose, c'est Ouais. Rose. Comme... Oui, bien ça. sûr, oui. Ben, Oui. ils font des incursions dans... Je fais bien des incursions dans leur réalité, ils peuvent bien faire des incursions dans la mienne. D'accord. Échange de bons procédés. On a beaucoup parlé de l'émotion, mais comme tu disais, à un moment donné, il faut que ça devienne cohérent, il faut que ce soit cohérent, qu'on transmette quelque chose de cohérent. Et puis, il faut rassurer le lecteur. Alors, pour ça, il faut des balises. Non, moi, j'ai aucune envie de rassurer le lecteur. Non, tu dis qu'il y a des choses qui apparaissent dans le texte, et en fait, le décor, enfin, les noms de lieux, enfin, des choses comme ça. Alors, est-ce qu'il vient un moment où le texte est plus ou moins entièrement écrit, et est-ce qu'il y a toute une part de travail qui consiste à dire non mais ce passage-là, faut que je le mette là, est-ce que là il faut que je développe, là est-ce qu'il y a à un moment donné quelque chose qui n'est plus du tout sur le mode de l'inspiration et de l'émotion, mais de l'artisanat, enfin comment ça se passe l'artisanat, parce que c'est très beau l'auteur inspiré, bon, c'est une étape absolument indispensable, mais ouais, il faut un livre cohérent. Et beaucoup, quand tu relis des manuscrits de jeunes gens, tu t'aperçois que la cohérence, ça part de quelque part, ça s'emberlificote. Enfin bref, c'est pas gagné, la cohérence. Donc, comment on passe de toutes ces émotions à un ouvrage qui se donne avec une cohérence? Oui, alors ça c'est du travail, ça. Hein. Alors, ce qu'il y a quand même assez... ce qui m'amène à nouveau à dire que je pense que le livre est déjà écrit, c'est quand même qu'il y a une cohérence assez étrange. C'est-à-dire, le premier cahier, l'histoire est là. L'histoire est là. Il n'y a pas tellement de chamboulement. C'est-à-dire, pas prendre des pans de l'histoire pour les mettre ailleurs. Non. Le retravail va vraiment être, parfois dans certaines scènes, comme je mets du suspense, évidemment, il y a des choses, à un moment donné, je me dis, ah oui, t'as pas pensé à ça, ça peut arriver. Mais c'est surtout le travail sur la musique, la musicalité. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a débité les planches, hein, voilà, elles sont là, elles sont bien dégauchies, elles sont parfaites, mais il faut essayer d'en faire un meuble, quoi. Et il faut éviter qu'on voit les clous, les vis, hein, essayer de faire ça comme il faut. Donc ça, c'est la musique, c'est la place des mots, et parfois pas aller à la facilité, pas aller à l'évidence, c'est-à-dire parfois utiliser des mots qui n'ont rien à faire là. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire utiliser des mots qui vont avoir trait à l'organique pour de la roche, par exemple, et inversement. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire déstructurer complètement, déplacer la langue aussi. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, il y a aussi tout ce travail-là. C'est un travail d'artisanat, mais voilà. C'est-à-dire qu'après la première, quand l'histoire est là, la première version, il y a encore 5 versions du livre derrière qui sont travaillées. Et tu disais notamment, là, il y a une scène avec une renarde très belle, que tu l'avais énormément travaillée. Et tu peux raconter un petit peu? Oui, parce que c'est la première écriture, elle est assez simple, c'est-à-dire voilà comment on sauve la renarde du piège. Et après, il faut que tous les gestes soient pesés, il faut que ça marche. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me mets en situation. C'est-à-dire comment je fais pour pas me faire mordre, pour pas la blesser, etc. Voilà. Comment je fais avec tous les comment je la ramène, comment je la mets dans ce clapier, etc. Comment je la muselle. C'est un truc, mais c'est vraiment c'était très charnel cette scène.
C'est écrit, et il n'y a pas beaucoup de versions, hein, c'est-à-dire qu'il y a la première écriture qui est, voilà, et je crois qu'il y a une seule autre écriture là, où chaque geste est pesé, comme exactement la scène du piégeage des oiseaux. Chaque geste est pesé, parce que la précision, ça c'est quelque chose qui est très important en littérature, la précision. C'est-à-dire que pour que vous y croyez, vous, il faut que tous les gestes, comme une espèce de, je sais pas, il faut être dans la scène, il faut que vous y soyez aussi, comme moi. Moi, je suis dedans dans ton livre. J'oublie tout le reste. Hein. Moi, c'est une sorte, parce qu'une thérapie. Et donc, tous tes détails, c'est très important. Parce que moi, j'y suis. Hein. Je vois la combe, je vois le brouillard, je vois tout. Hein. C'est génial. Alors, moi, je parle surtout de. Je connais tous tes bouquins. Mais L'Homme peuplé, enfin, ceux qui l'ont pas lu, je sais bien que je le répète tout le temps. Il faut le lire. Vous allez comprendre comment c'est rondement mené. Hein. Je raconte pas tout, la fenêtre. Ah ben non, hop. ouais. Et je me suis dit, je me suis bien fait avoir encore. Ouais. Hein, non, il est phénoménal. Hein. Voilà. C'est une boucle. Ouais. Comment ça marche les dialogues? Bon, tu es un très bon dialoguiste. Donc comment ça marche? Ça vient comment les dialogues? Parce que c'est une partie particulière des romans. Comment ça marche? Bah, il faut faire parler des gens qui ne disent pas. Ce qui est compliqué. Pour ce livre-là, c'est-à-dire que ces fameux taiseux, c'est pas qu'ils parlent pas, c'est qu'ils disent pas. Et donc non, c'est le plus gros, c'est certainement ce qui me demande le plus de travail, le dialogue. Au départ, il y a 3-4 fois plus de dialogue. Puis je rabote, je retravaille. À l'oreille, j'enregistre, j'écoute, etc. Non, c'est très très compliqué d'écrire un dialogue. Bien souvent, dans des romans, moi, le dialogue me sort de l'histoire. Tellement il est écrit comme à la manière de la prose, avec plein de préciosités, de trucs comme ça, alors qu'on ne parle pas comme ça dans la vie. Il y a les monologues intérieurs. Oui, ça me vient de gens que j'admire infiniment. Hein. Mais tout ça, c'est la porosité. Quoi. Ça paraît, le monologue intérieur, ça me vient certainement de Faulkner, de Joyce, de gens quand même qui ont laissé une certaine empreinte dans la littérature. Tu disais d'ailleurs que le problème pour un auteur n'est pas la page blanche, mais la page noire. Ah oui, bien sûr. C'est rien du tout la page blanche. Hein. Non, c'est noircir la page, c'est-à-dire lire. Le vrai travail d'un écrivain, c'est de lire, hein. C'est pas d'écrire, c'est de lire. De noircir cette page. Et après, une fois qu'elle est noircie, c'est-à-dire noircie avec de l'encre, avec des écrivains qui vous font vous sentir en famille, des écrivains qui vous permettent, c'est comment on va gratter cette page avec une plume sèche pour faire apparaître comme ça des lettres blanches, etc. C'est-à-dire sa propre voix, essayer de gratter un petit coin de cette page noire-là, essayer d'amener sa propre voix. C'est ça qui est... la gageure, elle est là. Comment on fait? Mais mettre des mots sur une page blanche, c'est de la rigolade, ça. C'est de la rigolade. J'ai dit un truc définitif, là? Non, c'est que peut-être... Moi, j'aimerais revenir sur un mot que vous avez prononcé, qui est évidemment très important, le mystère. Il y a du mystère. Enfin, ce mystère, c'est pas seulement le mystère qui est lié à l'intrigue policière, par exemple dans Plateau. Je reviens à Plateau. Puis l'intrigue policière est un prétexte. Je note quand même une évolution de Plateau à L'Homme peuplé. On n'a plus besoin d'intrigue policière. Mais le mystère, bien sûr, c'est pas le mystère de l'intrigue, c'est le mystère des personnages, le mystère de l'humain, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Alors le 19e que je suis, même s'il est sans lien de cœur depuis longtemps, mais qui a travaillé sur des auteurs romantiques qui étaient justement des écrivains qui construisaient, comme Barbé d'Aurevilly,
Je me souviens, c'était le point de départ de nos recherches dans les études littéraires. Il construisait ses personnages autour d'un mystère. Des personnages qu'il décrivait, enfin qu'il analysait, enfin qu'il dépeignait, qu'il représentait autour d'un creux, d'un mystère. Et dans le fond, c'est le cas des diaboliques. On ne savait jamais qui elles étaient, ces diaboliques, ou qui étaient ce prêtre marié, etc. Bon. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de ça, à part le personnage de l'écrivain, qui lui, bien sûr, c'est le personnage de l'écrivain et c'est le sujet du livre. Il vient chercher justement, mais un sujet d'inspiration, mais de façon authentique, sincère, parce qu'il ne veut pas fabriquer. Il devra finir par être peuplé. C'est comme ça que j'ai interprété l'homme peuplé par ce qui l'entoure, y compris par les fantômes du passé et ceux qui ne sont plus là, vont par être habités par ça, pour se sentir appartenir à ce pays qu'il quittera, mais il appartiendra à ce pays pour pouvoir écrire son livre. Donc à part Harry, qui est quand même pas si simple que ça, tous les autres, quand même, ils sont mystérieux. Bon, alors ne parlons pas. Et puis il y a cette dimension de l'archaïque, aussi cette attirance pour l'archaïque chez un grand nombre de personnages. Alors il y a Sarah, il y a Caleb, mais il y en avait d'autres. Et donc, est-ce que ce mystère, cet attrait, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, est-ce que ça joue quelque chose dans cette construction, dans cette quête du récit et de cet univers que vous allez construire, nouveau à chaque fois, à partir? Ah oui, j'ai besoin de mystère, moi, quand j'écris. Déjà, je sais pas ce que je vais raconter, alors vous imaginez bien, c'est quand même le comble du mystère. Non, et puis voilà, moi j'ai été nourri, au départ à l'île au trésor, je parlais de Verne, de Jeanne Su, Hugo, Dumas, Dickens, c'était des feuilletonistes. C'est-à-dire qu'on était dans le mystère en permanence, quoi. Quand on pensait avoir une vérité comme ça, on vous amenait vers autre chose, quoi. Et je crois que j'ai gardé ça, quoi, en moi. Et c'est pas une histoire de roman policier. Moi, je lisais pas de romans policiers. On me dit souvent ça, mais je suis pas du tout un lecteur de romans policiers, mais de feuilletonistes. Et eux, ils fonctionnaient comme ça. C'est ça, c'est vrai. Ils fonctionnaient sur le mystère permanent, comme ça. Et on a l'impression que le mystère, justement, nourrit votre imaginaire, votre imagination. Et mon écriture aussi. Oui, il nourrit l'écriture aussi. Et d'abord, c'est parce que ça me permet de ne pas m'ennuyer quand j'écris, et aussi peut-être de ne pas ennuyer le lecteur. C'est-à-dire que voilà, il est aussi sous tension. Moi, je suis sous tension quand j'écris, de par l'écriture, mais de par le mystère aussi, de ne pas savoir comment tout ça va se dérouler, où je vais aller. Et souvent, les lecteurs me disent ça. Oui, on est sous tension. Il n'y a peut-être pas de flic, il n'y a peut-être pas d'énigmes policières à démêler, mais on est sous tension. Il y a un mystère permanent. Et moi, ce que je trouve très beau, alors je reviens à Plateau, ce que je trouve très beau dans Plateau, et ce qui m'avait, c'était le contraste entre des personnages vraiment mystérieux, on l'a dit tout à l'heure, ambivalents, réversibles, comme ce Karl d'ailleurs. Georges, on le comprend mieux, il est moins mystérieux, son évolution. Mais moi, ce personnage de Virgile, que je trouve admirable, on sent que le narrateur est proche d'ailleurs de Virgile, lui, c'est un des seuls, un des rares personnages introspectifs, alors c'est peut-être un taiseux, etc. Mais on a l'impression que ce personnage-là, il dévoile petit à petit. Bon, il reste le secret qu'il garde par rapport à Georges, et bon, il y a ce lien exceptionnel, donc avec l'épouse, mais c'est quand même un personnage introspectif. Il y en a quelques-uns quand même. D'ailleurs, Harry est un personnage introspectif. Donc, il y a les deux types de personnages. Il n'y a pas que les grands mystérieux. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça nous touche. C'est une réaction de lecteur.
Il y a l'autre et il y a moi. Mhm. Et encore l'autre. Alors la deuxième, donc vous aviez parlé du mystère, et on voit bien que la notion par rapport à votre écriture, de musique, hein, écrire ce modèle, la musique en tant que modèle, parce que on penserait à vous même comme en tant que peintre. Il y a j'évoquais les paysages tout à l'heure, on pense au peintre, mais la musique, on peut la retrouver dans l'écriture, dans la composition. Et ce qui me frappe, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, c'est que par rapport à d'autres romanciers, peut-être plus classiques d'ailleurs, vous ne construisez pas par partie, hein, il n'y a pas, enfin si, il y a des parties, mais vous ne construisez pas par chapitre, ce qu'on appelle vraiment de grands chapitres. Ce sont des petits chapitres, ils sont très nombreux, ces petits chapitres, ce qui donne un côté, voilà, on a des fragments, et on sent que ça vous donne de la souplesse au niveau de tout ce que vous avez expliqué et de cette mise en place justement du climat et de l'imaginaire autour des personnages. Ils sont brefs, enfin vos chapitres entre guillemets, ou vos fragments, enfin à l'intérieur d'une partie. Parce qu'il y a quand même des parties. Je crois qu'il y en a 3 dans l'Empopée, si je me souviens bien. Ouais, je crois que j'ai l'esprit vagabond. Je suis pas un grand voyageur de l'esprit. Je suis pas capable de m'engager comme ça sur une grande fresque, je crois que je bifurque assez rapidement d'un personnage à l'autre. Par exemple, dans ce cas-là, c'était le cas. Et après, je dis ça, et puis peut-être que le prochain, ça sera pas tout à fait ça. Ah oui. Je suis en train de réfléchir, ouais. Mais en fait, c'est le livre, c'est le personnage qui impose ça, quoi. Ouais, ça donne une liberté. Ah oui, c'est cette liberté-là qui. Donc il n'y a pas de vérité, en fait. Vous verrez qu'il n'y a pas de vérité. Le prochain? Le prochain, oui. Bonne question. Ils peuvent jamais dire, hein, ils peuvent jamais en parler avant, mais on pose quand même une question. Ben, j'espère que ça deviendra un livre. T'en es où dans le travail? J'en suis à j'ai l'histoire. Ouais. Ça veut dire quoi, j'ai l'histoire? Ça veut dire j'ai tout écrit déjà une fois. Un canevas. Oui, c'est une première version. Ouais. Avec les personnages, avec l'histoire qui se déroule sur quelques jours. Dans un endroit qui va vous surprendre, j'imagine. Mais voilà, ça sera comme ça. Bon, oui, il y a un moment où on sait que ce sera un livre, c'est-à-dire que j'écrirai un livre, je ne sais pas s'il sera publié, j'espère qu'il sera publié. Mais voilà, à un moment où ça bascule, on sait, voilà, le livre est là. Ben voilà, on sait. Ça veut dire que la pause, vous ne vous reposez jamais. La pause n'est jamais longue. Entre deux livres, c'est moi, je crois que on avait échangé, je vous avais posé la question, est-ce que Fenêtre sur Terre, enfin c'est sûr, Fenêtre sur Terre, quand vous avez écrit Fenêtre sur Terre, vous avez arrêté, je pense, l'écriture romanesque pour écrire Fenêtre sur Terre. Est-ce que cette pause a joué un rôle avant de revenir au roman et alors à la BD, bon, et ce que j'ignorais, bon, est-ce qu'il y a des pauses? Pas du tout. Non. Pas du tout. Et donc il n'y avait pas plus de pauses dans l'écriture de Fenêtre sur Terre, puisqu'il y a des textes qui ont été écrits il y a 10-20 ans. C'est ça. Oui. Et oui, je suis incapable jusqu'à présent de ne pas être en train d'écrire un roman. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des textes écrits. L'avantage de ne plus avoir un vrai métier, c'est voilà, que mes matinées sont réservées à l'écriture du roman. Oui. Et que l'après-midi, je peux me consacrer à d'autres choses. Ma lumière, dessiner, choses comme ça. Mais le matin, c'est privilégié.
C'est le moment où, je sais pas, il y a quelque chose de neuf qui se passe. Et voilà, vers midi, ça s'arrête. Donc, quelque chose qui s'éteint. Je sais pas si c'est bizarre. Ah oui, j'écris toujours un main. Oui. Impossible. Ah. 2 romans en même temps, c'est impossible. Non. Mais des petits travaux annexes, oui. Donc, je fais des chroniques sur la montagne, oui. Ça, c'est autre chose. Ah oui. Mais un roman, non, avec les personnages, non, ils sont là. Je suis incapable d'accueillir d'autres personnages. Oui. Et dès que ça se termine, dès qu'un roman se termine, il y a une autre image qui surgit, mais tout de suite. Quoi. On verra. Oui, c'est très bien que vous enchaîniez. Hein. Oui, moi je voulais dire que j'ai lu quasiment tous vos romans, qui me plaisent beaucoup d'ailleurs, par leur mystère, comme on a dit beaucoup, par la nature et les endroits que parfois je crois reconnaître, mais qui sont quand même fantasmés évidemment. Mais enfin, je reconnais des endroits où je suis passée et que j'aime. Mais il y en a un que je trouve bizarre, c'est H. Je trouve qu'il est complètement différent. La trilogie d'aventure, oui. Et, ça, c'est... et je veux dire qu'il ne m'a pas touché comme les autres l'ont touché, même si j'ai trouvé qu'il était très intéressant, c'était structuré, etc., avec plein d'imagination. Mais il ne m'a pas touché de la même façon. Mais il paraît bizarre dans l'ensemble. Voilà. Ben, c'est-à-dire que il faudrait lire chronologiquement, en fait, parce que la trajectoire d'un romancier, c'est aussi ses premiers livres. Ce sont mes tout premiers livres. Et que je me souviens, le premier âge, je l'avais écrit pour que quand mon fils serait plus grand, s'il est tout petit, je le gardais, et ben lui transmettre tout l'amour que j'avais des grands écrivains du 19e. Donc il y a du Melville, il y a du Stevenson, il y a du Conan Doyle, il y a du Dumas, etc. Ça part sur tous les océans. J'avais écrit cette trilogie d'aventures comme ça. Et c'est mes premières armes. Je dis toujours que j'ai fait mes gammes avec ça. J'ai fait mes gammes jusqu'à Vagabond. Et Vagabond, là, il s'est passé quelque chose. C'est comme si toutes ces gammes-là m'avaient servi à trouver ma voix, ma musique. La note. J'avais la note, et ça s'est plus jamais démenti. À partir de Vagabond, Grossir le ciel, etc. Mais avant Grossir le ciel, il y a un roman que j'ai cherché et n'ai pas trouvé, qui a été tout de suite épuisé. Joël, que vous connaissez, Pur sang. Voilà, je pose ma question récurrente. À quand la réédition? Alors, scoop, Pur sang sortira au mois d'avril 2023 chez Phébus. Alors Joël, dans une version augmentée. Moi, ça fait plusieurs années, je l'attends. Donc voilà, c'est officiel, donc je peux vous le dire, ça sortira. Et du coup, je rebondis sur Phébus, une préface pour Salimane. Oui. Donc un lien avec les États-Unis en particulier, avec un travail en particulier. C'est génial de pouvoir écrire des préfaces sur alors, je suis une immense photographe, Salimane, et puis aussi sur des auteurs que j'adore. J'ai ce luxe-là de pouvoir travailler parfois pour Libretto, pour Phébus, une préface pour Thomas Hardy, là je viens d'avoir une proposition. Je ne sais pas si vous connaissez Hélène Bessette. Quelqu'un connaît Hélène Bessette? Je ne la connaissais pas, moi. 1918-2000, elle a écrit une quinzaine de livres, plusieurs fois sur le liste du Goncourt, défendu par Duras, par Queneau, etc. Mais une forme trop novatrice. Elle a écrit un roman policier qui s'appelle 20 minutes de silence, sous la forme d'un poème. Ouais, une forme quand même complètement étrange. Et donc, Point veut le rééditer, Point Pavillon, cette jolie collection. On m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai lu ça, c'est incroyable. Il faut absolument qu'on lise aujourd'hui cette dame. Il faut qu'on la lise. Donc, voilà, la chance aussi d'avoir écrit quelques petites choses, c'est qu'on vous propose
comme ça des textes intéressants. Voilà, on m'a proposé Et d'avoir des lecteurs. Et d'avoir des lecteurs, oui, bien sûr, oui, ben ça marche comme ça. Oui. Et puis voilà. Et du coup, je découvre des textes. Je découvre aujourd'hui des auteurs qu'on a oubliés. Ça, j'adore ça en fait. Des auteurs qui n'ont pas besoin de moi aujourd'hui, j'ai pas besoin d'eux non plus. Mais bon sang, aujourd'hui, relire des écrivains comme ça. Il y a tellement de gens qui croient avoir réinventé le fil à couper le beurre, alors que bon sang, il y avait des immenses écrivains qu'on a oubliés. Ah ben non. Le vrai lecteur est un relecteur. Ben oui. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut quitter cette espèce de boulimie de se dire ah ben non, si je relis un texte, il y a tellement de choses à lire. Non, à un moment donné, il y a les textes qui vous ont... Je ne sais pas où il s'est passé quelque chose et vous savez que ce sera inépuisable. Voilà. Donc, je crois qu'à la fin d'une vie, il reste une vingtaine de livres. Il y a eu des écrivains qui ont été importants, des livres qui seront importants, qu'on ne relira pas, mais qui ont été importants pour arriver justement à cette vingtaine de livres-là. Il y a la trajectoire de l'écrivain, la trajectoire du lecteur, tout ça, ça se confond. Alors, le lecteur... Enfin, il a une fonction essentielle dans l'évolution de la littérature, le lecteur. Vraiment. Madame, oui. Alors, je voudrais vous dire, moi, que vous m'avez embarqué dans vos livres avec Mystère H et la trilogie entière. Et le premier H que l'on trouve dans Mystère H, c'est Haviland. Et j'ai acheté par la suite H parce que je voulais le relire. Et on ne retrouve pas toute cette partie-là. Qu'est-ce qui a motivé la réécriture entre la trilogie d'origine et le roman H? Et la fin également a changé, puisque dans la version d'origine, le dernier H du livre, c'était clair. Et là, la fin est différente avec la mort de Jonas. Voilà, est-ce que c'est une demande de votre éditeur, ou est-ce que c'est volontaire de votre part d'avoir modifié toutes ces choses-là? Pas du tout. Là, ma liberté, elle est plutôt sur cette deuxième version que sur la première. Ben, quand j'avais fait H, j'avais rencontré mon éditeur et il fallait qu'il y ait un lien avec la région, donc Haviland. Mais moi après, j'en avais plus besoin d'Haviland. Ça avait été rassurant en fait pour écrire l'histoire, mais l'histoire tenait absolument sans Haviland. Donc le véritable H, c'était Holmes. Ouais. Donc voilà. Et alors la réécriture, ça, dès qu'on met le nez dans un texte un peu ancien, faut pas faire ça. Faudrait pas faire ça. Mais on se dit non, c'est pas possible. Quoi. Donc faut réécrire. Donc le premier est entièrement réécrit. Le deuxième était mieux, beaucoup moins réécrit. Le troisième est quasiment pas réécrit. Cette histoire de Jonas, c'est dans l'ombre, ça. Dans le deuxième, je sais plus, il meurt. Il réapparaissait à la fin, tout à fait à la fin, lorsqu'il était en basalte, je crois, devant un étang où il a caché les boîtes. Ah oui, oui, mais ça n'a pas changé des versions, là. Hein. Ben oui, c'est le jeune Hitler qui vient. Oui, d'accord. Oui, puisqu'on est en 14. Non, ça n'a pas changé, hein, d'une version à l'autre. Et alors, je voudrais savoir, puisque vous avez sorti un recueil, donc le livre de La Rose, il me semble, je ne sais plus, toujours au livre de poche, qui reprend Blaise, qui reprend voilà, et le titre d'origine. Et d'aucune femme. Et d'aucune femme, voilà. Est-ce que vous avez, pareil, procédé à un travail de réécriture? Ah non. C'est vraiment l'addition de trois livres d'origine. Oui. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est texte intégral pour chaque livre. Il y a simplement la préface
de François Bunel en plus. Je trouve que c'est un bel objet. Oui, chaque livre est dominé par une saison. Si on se penche un peu sur le... Il y a vraiment une cohérence. C'est la montée de l'ogre et de la femme. La femme est quasiment absente de Grossir le ciel. Et elle devient le personnage principal de N'est aucune femme. Et elles arrivent petit à petit. Et puis l'ogre, pareil. Il est quasiment absent de petite apparition, peut-être un peu paradis. Mais voilà, dans Plateau, on a ce chasseur, et puis Valette d'Anglaise, puis le maître de forge. Donc il y a vraiment quelque chose une cohérence entre ces 4 livres. Les lire à la suite, je pense que ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? On peut citer aussi les ouvrages collectifs avec les autres auteurs de la région, puisqu'il y a eu l'épisode Vin Noir, qui était une belle expérience aussi. Oui, des trucs collectifs, j'en ai fait quand même pas mal, ouais. 7, ouais, ça c'était chouette de faire ça, ouais. Là, j'ai fait un truc l'an dernier, c'était pas un éditeur, mais enfin un directeur de collection qui a une idée de décliner les sens et à partir du sens d'écrire une nouvelle. Et moi, le truc, c'était respirer le noir. Enfin, je me suis beaucoup amusé. Et ça, l'écriture des nouvelles, que je l'ai fait pour Geste, je l'ai fait pour... c'est pour... plus belle fond, je crois. C'est comme... vous avez pas un carcan, c'est pas du tout un carcan, mais vous avez une ligne directrice comme ça. Et souvent, moi, c'est un laboratoire. Je m'en sers de laboratoire. Et parfois, même si le lecteur s'en rendra pas compte, eh bien, certaines nouvelles m'ont amené à l'écriture d'un roman. Ça, c'est arrivé. Je l'ai découvert que plus tard. Je me souviens, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait L'ombre du chien, qui racontait l'histoire d'un soldat de la guerre de 14 qui vient annoncer la mort d'un de ses camarades à une famille. Et j'ai découvert plus tard que, oui, j'avais réutilisé des éléments de cette nouvelle d'anglaise. Voilà. Et l'exercice de la nouvelle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ouais, c'était. Mais ouais, c'est quelque chose d'intéressant. C'est dommage que la nouvelle soit pas lue en France. C'est un truc. Après, on en fait beaucoup autour de la nouvelle. C'est très compliqué d'écrire une nouvelle. C'est quand même autre chose d'écrire un roman, je vous assure. Pour un souffle que la nouvelle, bon, on peut la calibrer plus facilement. Mais bon sang, le roman, il faut y aller. Ouais, il y a des nouvelles qui sont pas forcément distrayantes. Pour moi, le maître, c'est Carver. Je crois que c'est le seul nouvelliste qui m'est transporté à ce point, avec du rien. On fait pas grand-chose. Pour les collectionneurs, on les a, mais on les laisse sous clé. C'est pas super. Pour les collectionneurs, on a toutes ces nouvelles là-haut, mais on les laisse sous clé. Oui. J'ai tout, moi aussi. D'autres interventions? On va pouvoir lire quelques textes, mais en entendant à propos d'une nouvelle, le chien, je me suis dit qu'on ne vous a pas interrogé sur ces animaux qui quand même sont importants dans vos romans et dans L'Homme peuplé. Il y en a 2 que l'on ne peut que remarquer. D'abord le chien, qui est un véritable personnage, et puis cette magnifique histoire de la renarde, de Caleb et de la renarde. Ils sont importants, les animaux, dans ce climat, dans votre univers.
Oui, ben tout est important. Tout est. C'est pas une histoire qui est écrite à hauteur d'homme, elle est écrite à hauteur de nature. La nature. Nous sommes aussi la nature, c'est-à-dire, c'est pas que les humains, c'est les animaux, c'est les végétaux, c'est la roche, c'est tout, c'est à hauteur de nature. C'est ça. D'ailleurs, la notion de paysage est réductrice. Il y a des paysages que l'on retient. Ce sont des pages un petit peu plus descriptives, mais effectivement, c'est la nature. Je parlais du ciel, c'est de l'eau, des animaux, des oiseaux. C'est la nature. Bon, et vous aurez le temps, d'ailleurs, après, nous n'allons pas lire longtemps quelques extraits, vous aurez le temps d'échanger de façon plus directe et plus personnelle, si vous voulez, donc avec Franck Bouys. Donc, Muriel, vous avez prévu. Donc dans L'Homme peuplé, comme je disais, j'ai été particulièrement sensible à la dimension du sacré. Donc nous avons le personnage de Harry, l'écrivain, qui retrouve Sophia, qui est une femme qui est sympathique avec lui et dont on apprendra beaucoup de choses dans ce roman, mais voilà. Et elle l'emmène balader. Elle l'emmène près d'une chapelle et pour moi, ce passage, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, j'avais envie de vous le lire. Donc, ils sont devant la chapelle. La chapelle de la Madeleine, dit-elle solennellement, avant de se tourner de côté. Par temps clair, c'est sublime. On domine la vallée entière, j'imagine. Il y a du brouillard là. Madeleine était une sainte du XIVe siècle. Sa tombe est à l'intérieur. On raconte qu'elle avait un grand pouvoir de guérison. À voir cette chapelle, je suppose qu'elle a fait ses preuves. Sophia laisse passer un temps, elle fixe le bouquet. Vous seriez prêt à guérir n'importe qui si vous aviez ce pouvoir, demande-t-elle. Je n'en sais rien, répond l'écrivain. Moi sûrement pas. Vous venez souvent? Souvent, oui, c'est un bel endroit pour prier, ce à quoi on a envie de croire. Vous êtes croyant? Seulement par temps clair. Entrons, dit Sophia d'un air absent. La jeune femme fait pivoter l'anneau rouillé qui sert de poignée et entre. Une fois à l'intérieur, Harry referme derrière lui. La chapelle est baignée d'une pâle lumière provenant des 4 vitraux situés au centre de chaque pan de mur. 2 rangées de bancs encadrent l'allée centrale qui mène à l'autel où trône un vase transparent empli de branches au feuillage séché, aussi haut qu'une amphore dont l'ombre évanescente drape le tombeau de la sainte marqué par une simple croix. Sophia remplace le bouquet, s'assoit au 2e rang et pose l'ancien près d'elle sur le banc. Elle plaque les mains sur le porte-missel et baisse la tête en proie à une évidente émotion. Des craquements de bois gravent le silence comme si quelqu'un faisait des encoches dans de la glace à coups de piolet. Harry fixe la sépulture de la sainte, tentant en vain de déchiffrer la date en partie effacée. Au bout d'un moment, Sophia se lève, attrape le vieux bouquet et va à pas chassés jusqu'à l'allée périphérique. Sans attendre, elle se dirige vers la sortie, longe les pierres de granit et remonte la série d'estampes numérotées pendues au mur évoquant le chemin de croix d'un Christ émacié et souffrant. Elle semble porter un poids invisible et des branches mortes n'y sont pour rien. Harry la laisse s'éloigner, puis emprunte l'allée principale et la rejoint dehors. Dans le bois sculpté de la porte, Madeleine baigne les pieds d'un lépreux sous le regard de Dieu. Quel endroit apaisant, dit-il. Sophia range son téléphone. Elle a éparpillé les branches sur la neige. Si vous avez un coup de fil à passer, ne vous gênez pas pour moi, je peux vous laisser seule un moment. Non, non, ce n'est rien. Elle se tourne vers le paysage en contrebas, englouti par la brume. Vous croyez qu'on dispose de plusieurs vies, dit-elle. À quoi ça servirait si on ne se souvient pas des autres? Et les réminiscences, la sensation de déjà vécu.
de simples rêves dont on n'a pas le souvenir et qui surgissent lorsqu'ils se cognent au réel, voilà tout. Un événement dont on se souvient sans l'avoir vécu ne serait que le révélateur d'un rêve enfui, selon vous? Les images que nous attrapons dans la réalité nous permettent d'en fabriquer d'autres en rêve qui parfois rencontrent une nouvelle réalité. Je pense que c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Moi, je crois que plusieurs vies sont nécessaires pour accomplir une mission qui nous dépasse. Quel genre de mission? Sophia prend un moment avant de répondre. Guérir, par exemple. C'est une belle idée, en tout cas de penser que l'on aurait tous une mission à accomplir. Une belle idée, répète-t-elle d'un air absent. Et vous, quelle serait votre mission? C'est pour le découvrir que je porte ces bouquets. Avant de lire 2 ou 3 textes brefs, enfin 3 poèmes de Fenêtre sur Terre, un extrait de Plateau, puisque je vous ai parlé de Plateau plusieurs fois. Virgile découpe le poulet qu'a tué Judith, dispose les morceaux dans une assiette, cure la carcasse avec la pointe de son couteau, termine par les solides, puis lèche ses doigts graisseux en regardant le vent rabattre la pluie contre les vitres. En fond sonore, la voix monocorde du téléviseur déroule les actualités régionales. Quelques mots sortis de leur contexte frappent par instant une zone indéterminée de son cerveau. Il ne sait qu'en faire. Il met cela sur le compte des bourrasques qui l'empêchent de saisir ce qui se dit, de s'y intéresser même. Il n'y a pas si longtemps, les choses ne se seraient pas passées de la sorte. Il aurait pris le temps de regarder la télé, avec Judith en train de commenter les affaires d'au-delà de toi, avec ferveur, comme si elle était une vitre sur laquelle des garnements balançaient des graviers. Virgile tente de se souvenir du mot qui caractérise ce genre de travers bienveillant, un mot entendu lors d'une émission, puis oublié. Il sait simplement que ce sont les gens bien qui en souffrent. Il cherche une amarre dans la pièce, un objet, peu importe lequel, quelque chose à faire qui le sauverait de la dérive. Il a beau réfléchir, se concentrer, il ne se souvient pas que le bonheur ait franchi durablement le seuil de sa porte. Trop poli pour déranger le bonheur, un projet démesuré, si haut que sa mémoire parvient à grimper, il y a toujours une tragédie pour fausser la direction. Il aimerait bien être comme Karl, avec cette croyance aveugle, faire renaître l'espoir à l'envie, en convoquant des puissances supérieures, ce qu'il suppose. Mais voilà, il n'a jamais eu le temps le genre de foi qu'on trouve sous le sabot d'un curé. Certes, il lui est déjà arrivé de prier à la guérison d'une bête et d'invoquer le nom de Dieu avec dans un coin de sa tête l'idée d'allumer des chaufferettes contre le gel. Pour des humains, il ne se souvient pas d'avoir fait. Depuis toujours, il a le sentiment de serrer si fort son destin de paysan entre ses mains qu'il a fini par ne plus sentir palpiter son cœur au bout des doigts. Il a fait ce qu'il fallait pour étouffer la moindre velléité désordonnée de toute autre forme de destin. Constamment dans la maîtrise, personne ne s'est assis à sa table sans y être invité. Si seulement il était seul à endosser ses regrets en cet instant, il pourrait se saouler à longueur de journée, faire sortir Dieu ou diable de sa coquille. Mais il y a Judith qui respire à côté et dont la mémoire n'est plus qu'une volée d'îlots face à un océan qui se dresse. Je vais toucher plusieurs fois. Merci. Alors je vais quand même vous lire ma couleur.
cette phrase. Oui, vous aviez raison, bien sûr, la lumière. J'ai 5 ans. Je ne dors pas. La lumière des phares traverse les persiennes et barbouille à l'instant les murs et le plafond. À l'heure du coucher, ma mère a lu l'histoire du roi des éléphants. Ma sœur dormait déjà. Je n'ai retenu qu'une image. Sur une double page, tous les anges du ciel chassent une cohorte de démons impassibles, prêts à faire demi-tour quand le champ sera libre. Depuis, je guette le retour des démons dans le faisceau des phares. Je cesse d'être un enfant, le noir est ma couleur, que hante la lumière. Alors, les mains, page 98. Les mains, hommes et femmes, tous ont gravé la terre, ils l'ont fait de leurs mains. Quand le bourgeon éclate sur la branche de l'arbre, quand la glycine ploie sous les grappes de fleurs, quand s'enflamment sans feu les bois et les forêts, quand s'endort l'écureuil et que tombe la neige, des mains devenues des outils, sensibles aux écorces et plus du tout aux peaux, des mains capables de parler une très vieille langue, des mains qui disent sans un mot la terre qui les aimante, le ciel qui les refoule, toujours avec les mains de leur triste besogne, ils ont fait un royaume avec la conscience d'en marquer les limites. Ne pas aller plus loin qu'à enseigner l'ancêtre accroché, qu'à enseigner l'ancêtre. Non, ne pas aller plus loin qu'à enseigner l'ancêtre à accrocher la poutre. Naître pour eux n'est pas envisager le monde, mais façonner au mieux le lopin hérité, sans même le secours de maudire son sort, puisque vouloir saigner le destin. Et c'est avec les mains et ce qu'elles ont laissé qu'on part dignement les mains. Bien, maintenant, je veux dire, vous pouvez vous rapprocher de Franck. Je suis sûr que, voilà, enfin, vous avez un écrivain très accessible. Donc, merci de